Quand je suis rentré au cégep, ça fait déjà un peu plus de 10 ans, ça a pris quelques semaines à peine pour que je me ramasse dans le local du comité de mobilisation. Comme des générations de jeunes Québécois avant moi, j'étais décidé à ce que mon passage au cégep soit synonyme de contestation politique. Et c'est dans cette première année de militantisme étudiant qu'un ami à moi, que j'admirais beaucoup à l'époque, et que j'admire toujours bien sûr, a organisé une conférence. Une conférence sur un sujet dont j'avais jamais entendu parler. La décroissance. Il est arrivé au cégep un vieux monsieur, il est arrivé en vélo en plein hiver. Ce monsieur-là m'était parfaitement inconnu. Il était habillé de manière, on va se le dire, complètement démodée. Il s'est présenté comme un ancien médecin devenu militant écologiste radical. C'est comme ça que j'ai rencontré Serge Mongeau, un des fondateurs du mouvement de la décroissance au Québec. À l'époque, et pourtant ça fait pas si longtemps que ça, parce que je suis pas si vieux quand même, hein, cette conférence-là sur la décroissance avait attiré même pas 20 personnes. On était tous des militants et des militantes de gauche, bien engagés, puis pourtant, la majorité d'entre nous, on n'avait jamais entendu parler de cette idée curieuse, la décroissance. On est un peu plus de 10 ans plus tard et tout a changé. Il y a des journalistes de Radio-Canada qui ont récemment réalisé une mini-série documentaire sur la décroissance et en un an, cette série a été visionnée 5 millions de fois. Tant et si bien que le journaliste Olivier Arbourmas, qui a animé cette série-là, a reçu un Gémeaux, donc pour son animation de la série. Bref, en 10 ans, la décroissance est passée au Québec d'une idée complètement marginale que même des militants de gauche de cégep connaissaient pas, à une idée virale, traitée sérieusement par un média de masse, par Radio-Canada, jusqu'à faire l'objet d'une série qui reçoit un prix Gémeaux. Le moins qu'on puisse dire, donc, c'est que la décroissance a fait beaucoup de chemin rapidement. Est-ce que ça veut dire que tout le monde comprend bien ce que veut dire cette idée-là? Surtout, est-ce que ça veut dire que tout le monde comprend ce qu'implique cette idée-là pour notre société? Je ne suis pas si sûr de ça. Et si on optait pour la décroissance? Je m'appelle Gabriel Nadeau-Dubois, je vous souhaite la bienvenue à cette réunion du Comité des idées dangereuses. Bienvenue à cette dernière réunion, oui déjà, de la première saison du Comité des idées dangereuses, le podcast où on parle à chaque semaine d'une idée dangereuse ou pas si dangereuse que ça finalement. En fait, ça dépend pour qui. Vous savez, ce qui est bien avec le comité, c'est que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. D'ailleurs, si vous nous écoutez sur Apple Podcast, il y a une manière très simple de nous aider à faire découvrir notre comité à plus de gens. C'est simple, laissez un commentaire ou une note dans l'application, c'est rapide, vous pouvez même le faire pendant que vous nous écoutez aujourd'hui. L'un des avantages des partisans de la décroissance, c'est que leur point de départ est incontestablement simple et tout à fait évident. Ils disent une chose très simple. Ils disent « Nous vivons dans un monde fini ». Autrement dit, notre planète a des limites. Les ressources naturelles ne sont pas illimitées, les terres agricoles non plus, l'eau potable non plus, les minéraux non plus. Pourtant, notre système économique, lui, a besoin de la croissance pour fonctionner. Dans une économie de type capitaliste comme la nôtre, il n'y a pas de prospérité possible sans croissance. Si une entreprise ne grandit pas, si elle ne croît pas, elle ne peut pas survivre. Si l'économie d'un pays ne croît pas, il ne peut pas prospérer. Ça, c'est la logique fondamentale de notre manière d'organiser l'économie. Sans croissance, il n'y a pas d'amélioration du niveau de vie, il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de prospérité à l'intérieur de notre logique économique. Et donc, les partisans de la décroissance ont cet énorme avantage de mettre le doigt sur cette énorme contradiction. Comment peut-on envisager une croissance illimitée sur une planète qui est, elle, limitée? Mais ils vont plus loin, parce qu'ils disent pas seulement ça, ils disent aussi
Est-ce que c'est justement cette dépendance à la croissance économique, le fait qu'on ne soit pas capable de prospérer autrement dans notre système que par la croissance, qui est en train de nous faire foncer droit dans le mur écologique? Sauf qu'en dénonçant comme ça notre adhésion collective à l'idée de la croissance infinie, les partisans de la décroissance s'attaquent à l'un des fondements de notre société. Ils s'attaquent en fait à un dogme quasi-religieux auquel tout le monde adhère par réflexe, sans vraiment réfléchir. C'est ce qui les rend aussi dérangeants et pour les économistes et les politiciens, presque insupportables. Cette semaine, à l'ordre du jour du comité, la décroissance. Et pour en parler, je reçois Yves-Marie Abraham. Bonjour Yves-Marie. Bonjour. Yves-Marie, on va se tutoyer puisqu'on se connaît bien. Tu es professeur au HEC depuis 17 ans. Bref, tu enseignes au cœur de la bête et tu y enseignes la sociologie de l'économie. Tu as d'ailleurs fondé un cours qui est devenu très populaire au fil des années, un cours sur la décroissance. Tu as aussi publié sur le sujet plusieurs ouvrages. Le tout dernier est sorti il y a quelques semaines. Il s'intitule « Guérir du mal de l'infini ». Il a été publié chez Éco-Société. Un livre très intéressant que j'ai lu dans les derniers jours. Vraiment un petit livre, je pense que c'est un petit Décroissance 101. C'est un livre qui fait une synthèse pour présenter cette idée de la décroissance de manière sérieuse, mais relativement synthétique. Et d'ailleurs, c'est à l'occasion de la publication de ce livre que je t'ai invité. Merci d'avoir accepté. Merci de m'avoir invité. Yves-Marie, j'ai envie qu'on y aille à l'envers. Et je te pose une première question. Qu'est-ce que c'est la croissance? Alors, je pense que c'est la bonne première question à poser. Donc la croissance, c'est un phénomène qui intéresse les économistes en priorité, qui est donc finalement l'augmentation continue de la quantité de biens et de services ayant une valeur monétaire produite par une population donnée. Donc, alors, si on veut simplifier encore plus, c'est l'augmentation finalement de la quantité de marchandises produites et vendues. Ce qui intéresse les gens, évidemment, c'est qu'elles soient vendues, enfin ceux qui produisent ces marchandises. Donc, c'est ça la croissance fondamentalement. Et c'est ça qu'on conteste. Alors souvent, il y a des petits malins aujourd'hui qui disent « Ah, mais toute croissance n'est pas mauvaise. Oui, la croissance de l'amour, pourquoi pas, il n'y a aucun problème. » Non, ce qu'on désigne, c'est bien ce phénomène très particulier là, qui consiste à voir d'une année sur l'autre la quantité de marchandises qui augmente en fait. Donc on ne parle pas de croissance de la créativité, de absolument la solidarité. On conteste absolument pas ces choses-là, c'est pas le problème. Mais c'est vraiment l'idée qu'à une année X, il faut qu'on ait produit plus de choses qu'à une année X-1, qu'à l'année précédente. Tout à fait. Ouais, c'est l'idée que c'est ça, qu'on pourrait continuellement continuer à en produire et à en vendre toujours davantage. Mais donc c'est un donc indicateur, qu'à chaque année, qu'à chaque mois, on produise toujours davantage que précédemment. Et ça, c'est mesuré par le fameux PIB, donc le produit intérieur brut, qui est un indicateur qui a été créé dans les années 30 et donc qui permet de mesurer chaque année si on a réussi ou pas à produire et vendre davantage que l'année précédente. Ouais. D'où elle vient cette idée de croissance? Parce que c'est une idée qui est devenue centrale dans notre société. Dans ton livre, tu vas même jusqu'à dire que c'est devenu presque une religion, la croissance. Mais comment ça commence, cette idée de croissance? D'où ça vient? Puis comment c'est devenu aussi central dans notre société? On peut y répondre de différentes manières, mais on la voit apparaître vraiment, je dirais, dans les premiers livres de ce qu'on a appelé l'économie politique, en fait. Donc dans le fameux livre d'Adam Smith sur la nature et les causes de la richesse des nations. C'est là où on voit cette idée selon laquelle, finalement, une bonne société, c'est une société dans laquelle, justement, on est capable de produire toujours plus de marchandises. Ça, c'est à la base du texte de Adam Smith, et c'est ce qu'on retrouve ensuite dans toute la pensée économique, y compris d'ailleurs à gauche. C'est ça qui est intéressant. C'est ce qui rend l'idée de décroissance à la fois intéressante et parfois pas facile, c'est que finalement elle vient questionner une évidence que partagent la gauche et la droite en fait dans nos sociétés depuis 200 ans. En fait, où une bonne société, c'est une société effectivement où on produit toujours plus pour que chaque humain augmente ses chances d'en avoir lui-même toujours plus sur le plan matériel. Alors après, il y a un débat entre la gauche et la droite sur la manière de produire cette croissance et sur la manière de la distribuer. Voilà. Mais par contre, sur le fait qu'il y ait croissance, là, il y a une espèce d'accord général. C'est ça qu'on vient questionner, en fait. Mais donc, c'est une idée qui a, en gros, c'est ça, de 200, 300 ans, pas plus. Même. Mais donc, c'est une idée récente, parce que 200 ans, sur l'échelle de l'humanité, c'est un claquement de doigts. Là. Donc, c'est une idée récente, cette idée de croissance. Donc, on peut en conclure qu'il y a eu plein de sociétés.
jusqu'à donc il y a 200 ans ou à peu près, dans lesquels il n'y avait pas de... Donc, il y avait cette idée de croissance n'existait pas? Alors, en fait, c'est ni l'idée, ni la chose, en fait. Okay. Ni la chose, ni l'idée, puisque il y a des économistes qui sont amusés à essayer de calculer le PIB. Alors, ça n'a pas grand sens, évidemment, mais ils se sont donné des moyens quand même d'évaluer un PIB, notamment à l'échelle mondiale, en fait, ou en Europe, jusqu'au XVIIIe siècle. En fait, il n'y a pas de croissance. Il n'y a rien qui ressemble au phénomène de la croissance. Et l'idée n'est pas là non plus. Si on prend simplement notre ère culturelle, l'idée même de produire toujours plus, d'en accumuler toujours plus, du point de vue chrétien, qui est quand même le point de vue dominant à l'époque médiévale, c'est insensé. Au contraire, c'est même ce qu'il ne faut pas faire, en fait. Donc là, il y a un renversement extraordinaire qui s'est fait autour de la fin du Moyen-Âge, et qui amène quelqu'un comme Adam Smith à dire, non, la bonne société, c'est une société où effectivement on produit toujours plus, en fait. Donc cette idée-là apparaît assez tardivement dans l'histoire longue de l'humanité, mais pourtant en à peine 200 ans, elle s'impose comme idée maîtresse de toute l'organisation de nos sociétés. Puis tu le disais, à gauche comme à droite. Une fois qu'on a dit ça, pourquoi est-ce que c'est un problème? En quoi est-ce que c'est mal? En quoi est-ce que c'est nuisible pour la société, pour les humains, cette idée de croissance, puis pas juste cette idée, ce phénomène social de la croissance continue? Ouais. Mais comme tu l'as bien dit dans ton introduction, il faut reconnaître d'abord, avant même de faire cette critique, l'espèce de nécessité impérieuse de la croissance pour faire fonctionner nos sociétés. Tu l'as dit. Pourquoi est-ce qu'on invente le PIB dans les années 30 ? C'est la crise de 29. On se rend compte qu'effectivement, nos sociétés ne peuvent pas fonctionner sans cette croissance. Donc, il faut qu'on la mesure. Bon. Donc ça, et ça se traduit par des choses très concrètes pour les humains ordinaires. C'est pas seulement les marchands là, qui sont affectés par une décroissance économique. C'est nous tous, puisque s'il n'y a pas de croissance, par exemple, c'est les caisses de l'État qui se vident. Donc, la capacité d'intervention de l'État, pour distribuer, par exemple, des services publics, elle diminue, en fait. Donc, on ne peut pas financer l'éducation, on ne peut pas financer la santé s'il n'y a pas de croissance. Pour une part, l'austérité qu'on a subie depuis quelques années, pour une part, elle est bien sûr le fait de choix politiques, mais elle est aussi le fait que le taux de croissance de nos économies en Occident a eu tendance à décliner au cours des dernières décennies. Donc il y a une marge de manœuvre qui est beaucoup moins importante, a priori. Bon. Donc c'est ça aussi, je crois qu'il faut partir de là. Maintenant, pourquoi, malgré tout en reconnaissant le fait que nos sociétés carburent en fait à la croissance comme une bagnole carbure au pétrole, qu'est-ce qui nous amène à faire cette critique ? Tu as souligné la première d'entre elles, qui est vraiment la dimension écologique. C'est-à-dire, non, en fait, quoi qu'on fasse, quelles que soient les stratégies les plus sophistiquées qu'on ait, effectivement, on ne peut pas transgresser indéfiniment un certain nombre de limites ou de frontières biochimiques planétaires, si on veut être un peu plus savant. Mais c'est les frontières naturelles, en fait. Donc, par exemple, de quelles frontières tu parles ? Qu'on est en train de dépasser. C'est pour ça, par exemple, c'est pour ça que la notion de frontière est peut-être plus intéressante, parce que sur la question du climat, par exemple, elle est où la limite de ce que notre climat peut supporter ? On ne sait pas, c'est pas un mur, ça se situe quelque part. Un seuil. C'est un seuil qu'on va toucher, qu'on va dépasser, et en fait, on saura qu'on l'aura dépassé a posteriori. C'est le grand problème avec tous ces problèmes écologiques, on est dans des dynamiques systémiques, on ne peut pas situer le moment où tout va basculer. Or, c'est probablement ce qui risque de se passer, par exemple avec le climat, mais aussi avec la biodiversité, par exemple. Donc, combien d'espèces on peut faire disparaître sans se mettre en danger ? On ne sait pas, en fait. On n'en a aucune idée. Ce qu'on sait, c'est que quand c'est arrivé par le passé, quand on a connu des taux d'extinction d'espèces comme on en connaît actuellement, il y a un moment, effectivement, où ça entraîne, comme par un effet de domino, en fait, la disparition de quantité d'autres espèces qui sont toutes interdépendantes, en fait. Donc, d'où la pertinence plutôt de la notion de seuil ou de frontière que celle de limite. Donc ça, c'est vraiment le premier argument. C'est-à-dire, tu l'as bien posé au départ, on a beau être par ailleurs très ingénieux, très inventif pour développer par exemple des techniques qui permettent de repousser un peu plus loin ces limites. Elles ne les annulent pas, elles déplacent ces limites, mais ces limites, elles restent là et il faut faire avec. On continue donc à nous vanter la possibilité de les transgresser, mais on voit chaque jour qu'on se rapproche de ces seuils-là. Donc ça, c'est vraiment le premier argument. Le deuxième argument qui est lié fondamentalement, c'est aussi que cette course à la croissance, en fait, elle s'avère foncièrement injuste, en fait, sur le plan social. Elle s'avère injuste dans ses conséquences, puisqu'on se rend compte que historiquement, là aussi, maintenant qu'on a des données sur le long terme, quand il y a croissance, très rares sont les moments où tout le monde en a vraiment profité, en fait. Dans les faits, elle est accaparée en grande majorité par une petite poignée de personnes. Elle tend structurellement à profiter à une minorité. Alors c'est qui cette minorité ?
c'est, comme disaient les marxistes dans ma jeunesse, ceux qui ont le contrôle des moyens de production, quoi. Aujourd'hui, on dirait le 1%. Le 1%, en gros. Et c'est de fait ce qu'on voit, sachant que le 1%, ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est qu'il est constitué en partie de salariés. Donc c'est pas seulement des gens c'est pas seulement des actionnaires. C'est pas juste les gens qui sont propriétaires des usines à Manchester. C'est ça. Mais bon, donc c'est eux qui en ont tiré profit très, très, très clairement. Mais donc ça, c'est dans ses conséquences. Donc un argument écologique, un argument plus sur les inégalités. Donc ça génère des inégalités. Ça les génère, et ça les génère pas pour rien. C'est aussi parce que structurellement, on peut penser que cette course à la croissance, elle n'a pu se constituer que sur la base d'une inégalité de départ. Qui est intéressé par le fait de vendre toujours plus de marchandises? C'est vraiment... c'est des entreprises. C'est des marchands, quoi. C'est des marchands, c'est un truc de marchand. Pourquoi nous, les autres humains, on serait concernés par cette préoccupation? Tout simplement parce qu'il y a un moment de l'histoire occidentale, une partie de l'humanité a perdu l'accès à des moyens d'existence qui ont été contrôlés par ces fameux marchands, les bourgeois, et qui cette majorité, pour vivre, qu'est-ce qu'elle a eu comme solution? D'aller vendre sa force de travail à ces marchands. C'est comme ça qu'on a nos salaires. Et pour qu'on garde nos salaires, pour qu'on soit payé, il faut que les marchandises qu'on contribue à produire soient vendues et qu'il y en ait toujours plus. C'est-à-dire qu'en fait, notre destin à toutes et à tous, il dépend étroitement, effectivement, de cette croissance. On est complètement pris dans ce piège-là. Mais il n'y aurait jamais eu cette course-là s'il n'y avait pas eu ce point de départ. Inégalité de départ. Donc, tu nous dis qu'il y a des raisons écologiques d'être partisan de la décroissance. Il y a des raisons qui ont attrait aux inégalités, c'est-à-dire le fait que c'est un jeu qui ne bénéficie pas à tout le monde, même qu'au contraire, dans ses règles mêmes, il bénéficie toujours à une minorité plutôt qu'à la majorité des gens. Ce qui vaut évidemment pour le rapport entre ce que j'ai appelé les salariés et puis les propriétaires moyens de production, ça vaut aussi dans les rapports nord-sud en fait. Donc ça aussi, on ne peut pas imaginer la croissance fabuleuse des pays occidentaux de ces 2 derniers siècles sans l'exploitation des pays du Sud avec tout ce que ça a supposé d'esclavage au début, de formes de servage par ailleurs, etc. Donc, quand on parle de décroissance, une des difficultés, c'est de comprendre qu'est-ce qui doit décroître. C'est un terme qui est très générique, qui est très large. Mais donc, c'est tout simplement ça, ma question pour toi. Qu'est-ce qui doit décroître pour les partisans de la décroissance? Est-ce que c'est le PIB? Est-ce que c'est l'économie? Si oui, comment on mesure ça? Est-ce que c'est la consommation qui doit décroître? Qu'est-ce qui doit décroître? Donc fondamentalement, c'est la production. La production, et dans la production, en fait, c'est la production matérielle, c'est-à-dire tout ce qui mobilise effectivement des ressources naturelles et de l'énergie, en fait. C'est ça qui doit décroître du point de vue écologique. Mais c'est aussi les inégalités. Donc s'il y a décroissance, c'est sur ces 2 terrains-là, d'où le sous-titre de mon bouquin. Les deux premières propositions, c'est produire moins, partager plus. Donc s'il y a décroissance, c'est sur ces terrains-là. Décroissance de la production matérielle, donc de l'intensité matérielle ou énergétique de ce qui est produit, et décroissance des inégalités. Maintenant, c'est aussi la troisième critique qu'on formule à l'égard de la croissance. Ce qu'on souligne aussi, c'est que cette dynamique-là fait que finalement nous sommes devenus un peu les moyens de nos outils, comme disait Thoreau il y a 150 ans. On se retrouve vraiment des rouages dans le système à faire tourner quelque chose qui est censé normalement nous bénéficier, qui est censé exister à notre service. Il y a une inversion des fins et des moyens. C'est nous qui nous retrouvons au service de ce système pour le faire fonctionner. Donc là, il y a aussi quelque chose que j'appelle aliénation. Là, ça n'a rien de nouveau comme accusation, mais dans mon bouquin, mais qui est une espèce de perte de sens aussi de nos existences. Donc c'est aussi ça qu'il s'agit de contester, et il faut se réapproprier en fait ce monde qui très largement nous échappe. En fait. Pour le dire très simplement, on pourrait dire la société de croissance qui nous propose d'accumuler toujours plus de choses, elle ne nous rend pas heureux. Absolument. Même au contraire, elle peut nous rendre malheureux. Fondamentalement, et puis ça se traduit par des symptômes assez physiques, quoi. En fait, c'est quoi le burn-out sinon une espèce d'épuisement causé par cette course-là, par exemple. Souvent, la décroissance, puis je pense que le mot a connu de la popularité dans les dernières années parce qu'il vient en effet mettre le doigt sur quelque chose qui fait partie du sens commun. Le fait qu'on réalise tous un peu que ça ne peut pas continuer comme ça, notre manière de faire, notre manière d'organiser l'économie. Par contre, je ne crois pas que les gens soient au courant d'à quel point l'idée de décroissance est en compétition, puis en fait même en contradiction avec une autre idée, qui elle aussi est très populaire.
celle du développement durable. Puis c'est pas plus tard que hier, je parlais à une militante de Québec solidaire. Je disais, je fais un épisode sur la décroissance dans mon balado. Je disais, t'es au courant que cette idée-là, elle a été fondée aussi comme une arme de combat contre l'idée de développement durable et est tombée des nues en me disant, mais non, mais voyons, ça va ensemble. Explique-nous, c'est quoi la différence entre décroissance et développement durable et pourquoi toi, comme partisan de la décroissance, tu t'opposes littéralement au développement durable? Ouais. Fondamentalement parce que le développement durable reste une proposition croissanciste. Elle dit on va y arriver, c'est-à-dire qu'on va arriver à poursuivre la croissance économique tout en réduisant les inégalités sociales, donc, et dans le respect des limites biophysiques planétaires. Donc c'est ce pari-là qui est formulé dans les années 80. Donc on peut continuer à faire croître toujours plus l'économie, mais de manière à ce que ça soit supportable, durable pour la planète. Toi, tu dis non, il faut abandonner cette idée de faire croître l'économie. C'est ça, et notamment pour des raisons donc écologiques que tu rappelais au départ. Pourquoi le slogan de la décroissance est lancé au début des années 2000 ? Tout simplement face au constat que ce discours ou cette idéologie du développement durable ne s'est traduite par aucun effet positif sur le plan écologique. C'est-à-dire qu'au contraire, on a dans les années 90, début des années 2000, une accélération de la dévastation sur le plan écologique. Donc ça ne donne rien finalement. Alors à mon avis, ça a donné quelque chose, c'est que ça a beaucoup endormi des inquiétudes qui ont été formulées dans les années 60, 70. On a un discours écologique qui est assez radical dans ces années-là. Et le discours du développement durable, il arrive après, à mon avis, très largement comme une espèce de contre-feu politique, en disant mais non, regardez, on va y arriver. On a entendu vos inquiétudes, mais on va réussir à combiner tout ça. C'est le fameux petit dessin du développement durable, les 3 cercles qu'on superpose et hop, on a résolu le problème. Les 3 cercles, c'est donc le développement économique. C'est ça. Justice sociale et puis sinon l'écologie, c'est-à-dire le respect des limites biophysiques planétaires. Et on fait ce petit dessin et on nous dit ça va marcher en fait. Bon, et ce qu'on pointe dans la décroissance, c'est d'abord ce que tu disais tout à l'heure, c'est cette contradiction fondamentale entre le respect de ces limites planétaires et la croissance économique. Ouais. Souvent, la décroissance est, je crois, interprétée comme un mot d'ordre personnel, un mot d'ordre individuel. Souvent, on va nous dire, être partisan dans la décroissance, c'est faire de la simplicité volontaire. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre décroissance et simplicité volontaire? Il y a effectivement une différence. D'ailleurs, Serge Mongeau, dont tu parlais tout à l'heure, est d'abord quelqu'un qui a promu la simplicité volontaire pendant longtemps et qui arrive dans un deuxième temps à la décroissance, et pas pour rien en fait. Parce que justement, il constate que cette simplicité volontaire, cette transformation de nos modes de vie à une échelle individuelle n'aura pas les effets nécessaires, suffisants sur le plan écologique. Donc il faut passer à une échelle collective. Donc c'est un mouvement collectif qui cherche à développer. Et c'est, je pense, la grosse différence. Une des choses qu'il faut réaliser, effectivement, c'est qu'on peut être le simplicitaire le plus radical qui soit aujourd'hui dans nos sociétés. Nos sociétés fonctionnent de telle sorte que, par exemple, notre empreinte écologique, elle va rester beaucoup trop importante. C'est-à-dire même les plus pauvres dans nos sociétés, alors ceux qui sont non pas dans la simplicité volontaire, mais dans la simplicité involontaire, ils ont une empreinte, quand on la mesure, qui excède ce qu'elle devrait être pour que les choses puissent continuer à fonctionner à l'échelle planétaire. Donc on a des seuils qu'on peut situer. En gros, c'est à peu près 2 hectares globaux par personne qui seraient nécessaires pour entretenir nos vies, dans le respect de ces limites planétaires. Bon, les plus pauvres au Canada, ils sont à 5 hectares par personne, alors qu'il faudrait être à 2 hectares par personne à l'échelle mondiale. Donc même les plus pauvres sont au-delà de ce qu'il faudrait comme empreinte écologique pour que ça soit viable et soutenable sur le long terme. Donc c'est d'où l'importance d'une réflexion collective sur l'organisation même de nos sociétés. C'est-à-dire qu'il faut repenser nos sociétés globalement pour respecter ces limites écologiques. Mais si donc, parce que c'est quand même pas rien ce que tu viens de dire, si les plus pauvres dans nos sociétés ont déjà une trop grande empreinte écologique, donc, est-ce qu'on est en train de leur demander encore plus d'austérité, encore plus de pauvreté pour respecter les limites de la planète? Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose de profondément dérangeant? Parce que on souhaite, comme gens progressistes, améliorer les conditions de vie des gens. Donc, on est-tu en train de dire à ces gens-là, vous êtes pas assez pauvres? Vous devriez décroître encore plus votre niveau de consommation? Ouais, c'est la bonne question. D'abord, il faut commencer par parler de l'empreinte des plus riches. Alors, j'ai parlé de 5 hectares pour les plus pauvres canadiens, mais les plus riches, ils doivent être autour de 12 hectares. Enfin, donc déjà, en tout cas, il y a une première chose à faire, c'est que les riches, ils ont vraiment d'abord un effort à faire sur leur propre mode de vie, et eux, ils ont de la marge de manœuvre. Les pauvres, non. Les pauvres, ils sont déjà au maximum ils sont à la limite de la subsistance. Il n'est pas question
raison de leur demander un effort. Qu'est-ce qui explique que leur empreinte soit aussi importante? En fait, c'est en fait le mode d'existence de nos sociétés qui repose notamment sur des infrastructures extrêmement lourdes, en fait, extrêmement consommatrices de matière, d'énergie, à la fois dans la construction, dans l'entretien, etc. Et c'est ça qui écologiquement en fait est pas soutenable. Ce qui suppose donc de penser une organisation de nos sociétés qui soit beaucoup plus légère sur le plan des infrastructures, beaucoup plus décentralisée probablement, donc beaucoup moins pesante sur le plan écologique. Mais alors ça, concrètement, pour quelqu'un qui a un ménage à faible revenu en ce moment, puis qui, tu nous dis, il y a déjà une empreinte écologique trop forte, même s'il est parmi les plus pauvres de la société. Donc, tu nous dis, ces gens-là n'ont pas d'effort à faire sur le plan de leur consommation individuelle, parce qu'ils n'ont pas de consommation en trop. Ouais. Alors, c'est où les changements, quels changements sociaux il faut faire? Donc, c'est ce que je commençais à poser. Si tu veux, c'est fondamentalement penser des sociétés qui seraient très largement relocalisées. En fait, nos activités de subsistance seraient relocalisées, ou dit autrement, il s'agirait de se débrancher des grands systèmes techniques et économiques auxquels on est branché aujourd'hui, qui sont des systèmes, des macro-systèmes à des échelles qui sont aujourd'hui transcontinentales, internationales sur le plan économique. Donc c'est vraiment s'il y a une réduction à faire, c'est une réduction par rapport à ces systèmes de production là dans lesquels on est pris aujourd'hui. Donc, ça serait la première règle. Par exemple, au niveau de l'alimentation, c'est pas que les gens en achètent trop, c'est que ce à quoi ils ont accès dans un supermarché, c'est souvent des produits qui ont été cultivés ou produits à des dizaines de milliers de kilomètres et qui ont été importés. Puis ça, il y a une empreinte écologique liée à ça. Qui ont fait des milliers et des milliers de kilomètres. Si tu prends la durée de vie du produit, son cycle de vie, c'est souvent des milliers de kilomètres, donc avec des impacts énormes. Mais c'est aussi nos infrastructures. Donc c'est sûr que par exemple pour un pays comme le Québec, c'est intéressant de se poser cette question. Comment penser un Québec post-croissance? Pour moi, ce serait un Québec où effectivement on accorderait sans doute beaucoup moins d'importance à certaines grosses infrastructures comme les infrastructures routières, parce que qui sont très coûteuses probablement pour le Québec, tu étais mieux placé que moi pour le savoir, mais qui ferait que pour vivre au Québec, on ne serait pas obligé de se déplacer comme on se déplace aujourd'hui, ou on ne serait pas obligé de déplacer des marchandises comme on les déplace aujourd'hui, où on aurait des capacités d'avoir une certaine autonomie sur le plan matériel à une échelle relativement locale. Pour moi, c'est vraiment la base. Donc, il n'y a pas de décroissance, entre guillemets, sans relocalisation massive de l'économie. C'est ça. Qui s'accompagnerait assez logiquement aussi avec une décentralisation politique. Donc pour moi, pour que les choses se fassent de façon convenable et acceptable, il faut donc qu'il y ait une baisse de la production, il faut qu'il y ait un partage beaucoup plus important des moyens de vivre, et il faut qu'il y ait un autre partage qui est le partage de la décision, c'est-à-dire comment on s'organise. Et aujourd'hui, dans nos sociétés, finalement, cette décision sur comment on organise nos sociétés, comment est-ce qu'on va s'organiser pour vivre, c'est une décision qui nous échappe totalement. Elle vous échappe à vous, politiques, déjà, mais parce que justement ça se joue dans des systèmes qui nous dépassent, qui sont des systèmes internationaux, transnationaux, sur lesquels on n'a aucun contrôle. D'où l'importance en fait de questionner ces systèmes qui sont finalement insoutenables écologiquement, mais qui sont aussi politiquement en contradiction totale avec une aspiration centrale de notre civilisation, à la démocratie en fait. Je vais faire une question avocat du diable, parce que c'est quelque chose qu'on entend lorsqu'il est question de décroissance. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui vont soutenir, par exemple, que cette idée de croissance, là, d'en vouloir plus de confort, plus de matériel, qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent que ça fait partie de la nature humaine, dans le fond, puis qu'il y a une aspiration naturelle chez l'être humain à vouloir améliorer sa vie et donc améliorer ses conditions matérielles. Et donc même... certains pourraient dire une tendance à mieux vivre. Et donc, et donc, ces gens-là diraient pourquoi s'opposer à ça? Est-ce que la décroissance ne se bat pas contre quelque chose qui est en fait profondément humain, la volonté d'améliorer sa vie, ses conditions matérielles? Ouais, là, je suis désolé, je vais être encore un tout petit peu philosophique, mais c'est des postulats sur qu'est-ce que c'est qu'un être humain, qu'est-ce qui fait courir un être humain. Ce postulat, il est au cœur de la théorie économique. Par exemple, la pensée économique fait ce postulat en disant, bah oui, l'être humain, il est animé par ce désir du toujours plus. C'est dans Adam Smith que j'évoquais, mais c'est dans tous les livres d'économie qu'on peut ouvrir. Moi, je viens plutôt de la sociologie et de l'ethnologie. Et finalement, qu'est-ce que met en évidence la sociologie, l'ethnologie, l'histoire? C'est finalement des humains qui, à l'échelle
l'échelle de l'histoire de l'humanité, ont vécu, semble-t-il, de manière assez indifférente par rapport à cette volonté du toujours plus. En fait, on voit pas des sociétés qui sont travaillées en permanence par ce souci d'accumuler. Au contraire, on voit des humains qui sont souvent, généralement, en fait, donner des limites collectives, en fait, à ce qu'ils pouvaient produire, consommer, etc. Ça semble être plutôt la norme, en fait. Nous sommes l'exception. Enfin, nous étant la société... Nous, la société occidentale, Okay. donc moderne, qui aujourd'hui s'est imposée à l'échelle planétaire, mais donc nous, c'est-à-dire depuis 200-300 ans, ça c'est pour moi l'exception, alors que la norme est beaucoup plus le fait de vivre dans un certain nombre de limites qu'on s'est données et puis qu'on respecte sans trop de problèmes, avec d'autres difficultés. Il ne s'agit pas de faire l'apologie de ces mondes-là. Ces mondes nous servent surtout à nous souvenir qu'il y a eu d'autres manières de vivre et que rien ne nous empêche d'imaginer d'autres manières de vivre que celles que nous connaissons aujourd'hui. Autre question d'avocat du diable. Tu disais tout à l'heure, il faut produire moins. C'est l'idée, donc produire moins de marchandises. Dans une société où il y a une aspiration largement partagée à améliorer ses conditions, à vivre mieux, puis souvent c'est synonyme de confort matériel, le slogan de la décroissance, il a quelque chose de, comment dire, de volontairement provocateur. D'ailleurs, dans ton livre, tu le dis, c'est volontaire. Les gens qui ont inventé le terme de décroissance l'ont volontairement inventé pour provoquer, pour pouvoir choquer les gens. Donc, le mouvement de la décroissance est un mouvement qui est conscient que son étendard est contre-intuitif. Pourquoi opter volontairement pour un cri de ralliement qui rallie aussi difficilement? Bon, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que ça évite de faire des fausses promesses, comme celle du développement durable, ou comme celle aujourd'hui d'une croissance verte, ou comme celle d'un Green New Deal, par exemple, qui relève un peu de la même dynamique, puisque le Green New Deal, au moins à la sauce démocrate, c'est finalement en gros le développement durable, en fait, avec un souci social qui est très intéressant, mais par rapport à la question de la contradiction entre croissance économique et limites écologiques, là, ils font comme s'il n'y avait pas de contradiction. Donc il y a vraiment cette idée de pas balancer de fausses promesses et aussi d'éviter des notions qui seraient récupérables par, on va dire, l'idéologie dominante. La notion de développement durable, c'est une notion magnifique pour les capitalistes, en fait. Promettre un développement durable à un capitaliste, c'est ce dont ils rêvent, en fait. Donc, il n'y a aucun problème pour reprendre cette notion-là, bon, effectivement, en transformer le sens, mais adopter cette notion-là dans le cadre capitaliste actuel. Alors que l'idée de décroissance, elle est, puis tu l'as bien souligné au départ, elle est vraiment contradictoire avec l'idée capitaliste, qui elle, est vraiment orientée vers la croissance du capital. Ouais. J'ai parfois l'impression que l'idée de décroissance a été réfléchie par des gens qui vivaient peut-être, qui croyaient qu'on était arrivé dans une société où la question des inégalités, la question des conflits entre les classes sociales était comme terminée et que on était dans une société de confort généralisé où donc, peut-être qu'ils confondaient leur propre confort avec l'état de la société, mais donc une idée qui est venue d'un certain groupe social pour dire on est maintenant dans une société d'abondance, de confort matériel, et donc il faut dégraisser, il faut décroître. Pourtant, ce qu'on remarque, puis tu parlais du Green New Deal aux États-Unis, le Green New Deal émerge comme idée, comme mouvement dans un contexte où les inégalités sociales aux États-Unis, elles sont à leur sommet historique. Alors, est-ce qu'on peut en vouloir à cette gauche américaine de dire, il faut massivement améliorer les conditions de vie des gens. Et oui, ça va passer par des investissements en logement, en transport, par une augmentation du salaire minimum, par donc oui, une augmentation de la consommation, puisque la décroissance n'est pas un peu en dissonance dans certains de ces discours sur ce phénomène bien réel qui est le fait qu'on a des inégalités sociales extrêmement grandes, si prenons le cas des États-Unis, et donc que parler de société d'abondance puis qui est comme un surplus matériel, c'est pas c'est pas en décalage par rapport à ce que vit une majorité d'Américains, par exemple?
J'espère que non. C'est ce que j'essaye de montrer notamment dans le bouquin, puis c'est ce qu'on essaye de montrer tous et toutes, c'est que ces inégalités sont aussi la conséquence de cette course à la croissance. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser l'état actuel de la société américaine, mais de nos sociétés, et donc qui se caractérise par ces inégalités, indépendamment de cette course à la croissance et des limites qu'elle rencontre, notamment sur le plan économique. Donc non, il faut voir que parmi les premiers penseurs de la décroissance dans les années 70-80, donc qui n'utilisaient pas le terme de décroissance, mais c'est bien cette idée qu'ils mettaient de l'avant, il y avait notamment beaucoup d'économistes spécialistes du développement, donc qui s'étaient impliqués dans le fameux appel à l'aide au développement de Truman à la fin des années 40, et qui disent, après s'être investis dans cette aide au développement, qui disent, écoutez, en fait, ça va pas du tout. On est en train de les embarquer dans un modèle là qui ne tiendra pas ses promesses. Donc il s'agit de rompre, y compris dans ces pays du Sud, donc dans ces pays où matériellement ça va bien moins qu'ici au Nord. Même nos plus pauvres du Nord sont plus riches que la plupart des gens du Sud. Absolument. Et donc même pour ces pays du Sud, il y a un problème à les embarquer dans cette direction, dans ce modèle de société. Donc il s'agit de rompre avec ce modèle pour des raisons écologiques, mais aussi pour des raisons sociales fondamentales. Le gros avantage du mouvement de la décroissance, puis c'est avec ça que j'ai ouvert l'épisode, parce que pour moi, ça reste quelque chose qui est troublant et qui nous ébranle. C'est cette énorme contradiction sur laquelle vous mettez les projecteurs en disant il y a une limite, il y a des limites, des seuils, des frontières naturelles à notre habitat qui est la planète Terre, puis il y a un système économique qui dit non, ça n'existe pas ces affaires-là, on peut croître indéfiniment. Ça, il y a quelque chose il y a une contribution là du mouvement de la décroissance qui est absolument essentielle. Par contre, sur le plan des politiques publiques, sur le plan de comment à partir de où on est maintenant, comment on s'engage dans une transformation de la société, puis quels gestes on peut poser à partir d'où on est, j'ai souvent l'impression que du côté du mouvement de la décroissance, il y a peu de pistes de comment, à partir de maintenant, on bouge. Parce que c'est facile de dire on imagine une autre société. On peut faire cet exercice-là, mais on change la société à partir d'où elle est actuellement. Puis pourrais-tu nous donner des exemples de gestes politiques, de politiques publiques qui nous entraîneraient dans la direction de la décroissance sans nous placer juste dans un modèle qui est déjà complètement différent? Donc il y a au moins trois choses. La première chose à faire en tout cas, c'est de ne pas y aller individuellement. Ça, c'est le premier message. Je veux dire, la première question, c'est voilà. Sinon on désespère. Donc et alors, après, dans quoi s'investir? Donc c'est forcément collectif. Une des premières choses qu'on met de l'avant, c'est tout ce qu'on appelle nous des alternatives concrètes sous la forme de ce qu'on appelle de plus en plus souvent des communs, donc des collectifs qui tentent par eux-mêmes et pour eux-mêmes de satisfaire un ou plusieurs besoins. Donc par exemple des coopératives. Par exemple, alors la coopérative, c'est pas tout à fait un commun, parce que la coopérative, soit on se met ensemble pour produire une marchandise, coopérative de travailleurs, soit on se met ensemble pour acheter une marchandise, coopérative de consommateurs. On reste dans le monde de la marchandise, on reste lié à cette dynamique marchande dont on fait la critique. Le commun, c'est plutôt, ok, on essaie de sortir de là et on essaye par nous-mêmes de satisfaire un ou plusieurs besoins. Bon, la bibliothèque d'outils, la remise à Villeray, par exemple, voilà, là on a un commun, on met en commun une ressource, nos outils qu'on se partage pour fabriquer, réparer des choses. On met aussi en commun des savoirs. Voilà, donc là, c'est une façon très concrète de faire. Donc, multiplication de ce genre de communs, mais après, il y a évidemment une forme d'action politique plus classique qui doit aussi qui doit accompagner ces communs et qui peut prendre la forme de la participation à des mouvements sociaux ou à un mouvement politique. Enfin, on peut militer à Québec solidaire et faire pression pour par exemple, radicaliser votre plan de transition écologique. Ça me paraît aussi très, très, très nécessaire comme action pour aller plus loin que ce que vous avez proposé, même si vous êtes sûrement les plus avancés sur ce terrain-là. Et je pense qu'il y a aussi une troisième dimension qui est vraiment la réflexion ensemble sur à quoi ça pourrait ressembler un Montréal décroissant. Enfin, comment est-ce que... Et là, il y a tout à inventer, mais il y a tout un travail donc, politique de réflexion à faire qui me paraît tout à fait concret aussi et qui doit être promu. Ouais, il reste beaucoup de choses à inventer encore pour sortir de cette société de croissance, c'est ce que je comprends, ce que tu me dis. C'est ça. En tout cas, il faut y aller sur ces trois terrains là, sur ces trois stratégies, le plus possible en les combinant. Donc, l'engagement dans des alternatives concrètes pour faire exister d'ores et déjà des façons de vivre différentes, qui doivent être soutenues. Faire pression sur le politique, par exemple, pour que le politique arrête de soutenir des industries qui sont destructrices et soutienne par exemple
de l'économie sociale, qu'on ait des subventions qui s'orientent vers ce secteur-là pour soutenir ce genre d'alternatives. Ça serait une bonne chose à faire pour qu'il y ait des espaces, des terrains, des locaux qui soient mis à disposition du public pour que justement, par lui-même, il satisfasse un certain nombre de besoins, matériels ou immatériels. Ça me paraît être essentiel. Et puis, il faut qu'on débatte politiquement aussi. Alors, là, derrière tout ça, il y a une ressource qui est essentielle et qui manque cruellement sous le capitalisme, c'est le temps. Puisque finalement après une journée de travail, tout salarié normal n'a qu'une envie, c'est de se reposer, puis la force en fait de s'engager politiquement. Donc si on veut des gens qui soient capables de s'engager dans des alternatives concrètes, de s'engager dans des débats politiques, il faut du temps. Et donc je pense que s'il y a une mesure qui mériterait d'être soutenue aujourd'hui politiquement, c'est vraiment la réduction du temps de travail. Ça me paraît être une réforme révolutionnaire, comme on disait dans les années 70, qui pourrait faire avancer les choses. C'est le plus cohérent et ça permettrait aussi de rallier le monde syndical, avec lequel évidemment on est en tension, puisque on pose une équivalence croissance égale emploi, donc décroissance égale perte d'emploi, donc il y a une tension entre le mouvement de la décroissance et le mouvement syndical, mais autour de la réduction du temps de travail, il y aurait peut-être un ralliement possible, il me semble. En parlant de temps, celui dont on disposait aujourd'hui s'écoule rapidement. Alors, c'est très intéressant, Yves-Marie, mais on n'a pas pu, bien sûr, aller au bout de cet échange, de cette discussion, de cette exploration du thème de la décroissance, parce que c'est un mouvement qui est vaste, dans lequel il y a beaucoup d'idées, beaucoup de propositions. Si les gens qui nous ont écoutés aujourd'hui ont apprécié, s'ils veulent en savoir plus, je t'ai demandé de nous ressortir quelques références, quelques propositions pour aller plus loin dans la réflexion. Peux-tu nous les présenter? Très rapidement. Outre ton livre, bien sûr, qui vient d'être publié, qui est le meilleur de tous ceux dont tu vas nous parler, mais quelques autres, mettons. Là. Ok, surtout pour finalité d'offrir une synthèse, en fait, qui au moins au Québec, n'existait pas. Je pense que les limites de la croissance, c'est une bonne façon de de s'intéresser au diagnostic. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas continuer à croître? C'est un livre qui date des années 70. Enfin, la première étude date des années 70 et elle n'est pas du tout démodée. Donc ça, c'est vraiment un livre clé, donc qui a été publié notamment par le couple des Meadows. Donc c'est un peu l'acte de naissance du mouvement de la décroissance. Un des actes de naissance, parce qu'ils sont sur le terrain écologique, oui, c'est une référence. Donc les limites de la croissance, c'est publié chez Éco-Société. Pour aller plus loin que mon livre sur le plan de la critique de ces sociétés de croissance, on peut lire de Louis Marion, un des meilleurs spécialistes, le meilleur spécialiste de la décroissance à mon avis au Québec aujourd'hui, un philosophe, Comment exister encore, qui pousse plus loin la critique, notamment qui aborde la critique de la technique, que j'ai pas du tout abordé là dans notre entretien, mais qui est une des particularités de la croissance. C'est cette critique qu'on fait de nos technosciences, qui jouent un rôle important dans les problèmes qu'on connaît actuellement. Donc, Louis Marion, Comment exister encore, c'est aussi chez Éco-Société. Eh oui. Et puis, là, plutôt pour le volet programmatique de la décroissance, manifeste pour une dotation inconditionnelle d'autonomie, donc par un petit collectif de jeunes militants français, qui est un excellent bouquin. À mon avis, ce qui se fait de mieux actuellement pour répondre à la question, OK, comment penser aujourd'hui, concrètement, ce que pourrait être une organisation de nos sociétés décroissantes, enfin, ou post-croissance. Et ils ont pris à bras-le-corps cette question, et en 120, 150 pages, ils proposent un certain nombre de pistes qui paraîtront là encore un peu trop lointaines à beaucoup, mais qui sont quand même assez bien réfléchies et convaincantes. Parfait. Donc, manifeste pour une dotation inconditionnelle d'autonomie, fait par, c'est aux éditions Utopia. Ouais, mais Éco-Société l'a publié aussi, donc on peut le trouver au Québec. Merci Yves-Marie d'avoir accepté mon invitation. Merci d'avoir participé à cette réunion du Comité des idées dangereuses. Merci à toi. Les partisans de la décroissance, comme mon invité d'aujourd'hui, sont des gens très, très dérangeants. Je pense que c'est leur principale qualité et je crois qu'ils en sont bien conscients d'ailleurs. Leur rappel à la décroissance nous force à se poser des questions difficiles, très difficiles. Presque toutes nos représentations de ce que c'est une bonne vie, de ce que c'est le bonheur individuel comme collectif, notre conception de la prospérité, notre idée de ce qu'on se fait même de l'avenir. Toutes ces représentations mentales et sociales ont été influencées, Yves-Marie dirait contaminées, par la notion de croissance économique.
Pour nous, une économie nationale qui va bien, c'est une économie qui produit davantage. Une entreprise qui va bien, c'est une entreprise qui produit davantage. Et pour nous aussi, une famille qui va bien, c'est une famille qui possède davantage. La grande contribution des partisans de la décroissance, c'est de nous faire prendre conscience de tout ça, de notre obsession pour la quantité, et de nous faire réaliser que cette obsession de la quantité, elle est en fait illusoire. Illusoire pour les individus, bien sûr. Et ça, on s'en rend tous compte à un certain moment dans notre vie que posséder plus ne nous rend pas nécessairement plus heureux. C'est parfois même le contraire qui se produit. Mais illusoire aussi pour les sociétés. En s'enrichissant, nos sociétés ne sont pas nécessairement plus belles, plus solidaires et plus harmonieuses. C'est parfois même le contraire qui se produit. Mais illusoire aussi, bien sûr, pour les écosystèmes. En accumulant toujours plus de richesses et de marchandises, nous ne rendons pas nécessairement les écosystèmes plus forts. Et sur ce plan, c'est en fait pas mal toujours le contraire qui se produit. Est-ce que je suis pour autant convaincu de la nécessité d'entrer dans une logique globale de décroissance? Je pense pas. Surtout que je ne suis pas encore certain de bien comprendre exactement ce que ça implique, politiquement, économiquement. Plusieurs des gestes qu'on va devoir poser pour lutter contre les changements climatiques vont d'ailleurs générer de la croissance économique. Il va falloir rénover massivement nos logements pour les rendre éco-énergétiques, surtout les logements des plus pauvres d'entre nous. Il va falloir construire des infrastructures de transport en commun partout sur le territoire. Il va falloir adapter nos usines, électrifier nos transports. Tout cela va occasionner beaucoup de croissance économique nécessairement. Même chose si on investit massivement en santé et en éducation. Donc, en luttant contre les changements climatiques, en investissant pour lutter contre les inégalités sociales, il y a certaines portions de notre économie qui vont croître. Et quant à moi, ça va être une bonne chose. Ce qui est certain, par contre, c'est que d'autres portions de notre économie vont devoir décroître. Les travailleurs de la pétrochimie, les gens qui impriment les publisacs, les gens qui entretiennent les oléoducs, tous ces gens-là travaillent dans des secteurs de l'économie qui vont devoir, eux, décroître et il va falloir accompagner ces gens-là, les aider à trouver un nouvel emploi, un emploi qui les rend heureux puis qui les fasse bien vivre. Si on fait tout ça, en plus de mieux répartir la richesse, de mieux protéger les plus vulnérables, en plus de redessiner nos villes et nos banlieues à échelle humaine en les densifiant, en les verdissant, si on fait tout ça en plus de relocaliser notre économie dans toutes les régions, en rapprochant par exemple les lieux où on travaille des lieux où on habite, si on fait tout ça, à la fin de cette grande transformation de la société, il y a une chose qui est certaine. On va être plus riche en temps, on va être plus heureux, on va vivre dans une société plus égalitaire et certainement beaucoup plus soutenable sur le plan écologique. Est-ce que le PIB, entre-temps, va avoir cru un peu, pas beaucoup, passionnément? Là-dessus, j'ai probablement un débat avec les partisans de la décroissance, mais je suis sûr qu'on s'entend sur une chose, on sera, au terme de cette transformation-là, déjà bien avancé. C'est tout pour aujourd'hui et c'est tout aussi pour cette première saison du Comité des idées dangereuses. Vous avez d'ailleurs été, je veux le préciser en terminant ce dernier épisode, vous avez été des milliers à devenir membre du comité dans les derniers mois. Il y a même certaines de nos réunions qui ont été écoutées par plus de 30 000 personnes. Je ne m'attendais pas, l'équipe ne s'attendait pas à un tel niveau d'écoute, à un tel niveau de fidélité. Ça donne espoir qu'on peut encore parler politique sur le fond, puis se donner le temps de réfléchir comme ça, même dans un monde où ça va de plus en plus vite et où la communication politique est de plus en plus segmentée en morceaux de 2 ou 3 minutes. Chaque semaine, ça m'arrive encore, vous m'arrêtez dans la rue pour me dire à quel point vous appréciez ce qu'on fait au Comité des idées dangereuses. Ça me touche beaucoup. Ça me touche parce que quand j'ai lancé ce projet-là, j'ai pris un risque, le risque de prendre la parole comme politicien, oui, mais pour explorer des idées hétérodoxes, différentes, bref, des idées dangereuses, comme celle de la décroissance aujourd'hui. J'ai pris ce risque-là, ce risque d'en parler à bâton rompu, sans filet, juste pour le plaisir de réfléchir. J'ai eu, d'ailleurs, ça s'est confirmé, un grand plaisir à faire ce balado. Vous êtes plus nombreux que je l'espérais à l'écouter. Il n'y a donc qu'une seule issue possible. Nous serons de retour après le temps des fêtes pour une deuxième saison du Comité des idées dangereuses. Par contre,
Vous allez me permettre de prendre des vraies vacances. J'en ai besoin. J'ai eu un gros automne comme plusieurs d'entre vous. On va donc être de retour après le temps des fêtes, mais seulement le 25 janvier, pour lancer cette 2e saison du Comité des idées dangereuses. D'ici là, continuez à faire ce que vous faites déjà en grand nombre, c'est-à-dire nous proposer vos idées dangereuses pour qu'on puisse en faire l'objet de l'une de nos réunions. Et vous pouvez le faire en nous écrivant toujours à la même adresse, c'est-à-dire podcast@quebecsolidaire.net. On se retrouve le 25 janvier, mais d'ici là, abonnez-vous au Comité des idées dangereuses pour réécouter les épisodes de cette première saison. Suivez-nous sur Facebook, Instagram et YouTube. Je m'appelle Gabriel Nadeau-Dubois. Cette réunion du comité est maintenant levée. Bonne semaine tout le monde et surtout, soyez sages.